Bonjour à tous et à tous. Un nouvel épisode de 5 points qui va retourner des mouches. Ça veut rien dire. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour parler d'une œuvre littéraire, un livre jeunesse, dont j'avais parlé la dernière fois, en fait, dans l'épisode, pas dernier, mais celui d'avant, ou celui d'après, dans l'ordre, je sais plus, qui a été créé et écrit par un auteur irlandais, qui est même nommé là-bas comme le roi de la fantasy. Bref, je vais pas m'attarder. Chers camarades, accordez-moi quelques instants de votre vie pour parler donc des secrets de l'immortel Nicolas Flamel, tome 1, L'alchimiste, écrit par Michael Scott. Allez, générique. Faux raccord, comme vous pouvez le voir. Oui, bon. Les secrets de l'immortel Nicolas Flamel, tome 1, L'alchimiste, écrit par Michael Scott. Michael Scott, qui c'est? Auteur qui est méconnu par chez nous, par chez nous. Mais en Irlande, il est littéralement nommé comme le roi de la fantasy, d'après en tout cas les Rich Timer. Ensuite, de notre côté, il n'a pas sorti grand chose, à part bien sûr les 7 tomes. Tous les autres sont là. Ou là, voilà. Les 7 tomes de l'immortel, des secrets d'une immortelle, Nicolas Flamel. Qu'est-ce que ça parle, de quoi c'est? Bon bah déjà, vous vous en doutez, on parle d'un genre fantastique en soi. On va suivre dans la librairie jeunesse, Pocket jeunesse même, couverture par Michel Wanger en 2007. Et en plus, pour le détail, je crois que c'est 2013 elle est sortie en édition avec un retard de environ un an entre New York et quand on est sortie française. Et on va tout recevoir en fait, enfin ces romans c'est un peu une forme de journal en soi. On va avoir l'aventure sous forme d'un journal de 2 jours, par exemple pour ta main. On va faire suivre l'aventure entre le jeudi 31 mai et le vendredi 1er juin. Voilà. Donc traduction, on a une aventure assez courte en soi. Ah si, il y a aussi l'épilogue en soi, c'est le samedi 2. Ouais. Avec la note de l'auteur. Donc tout est très très condensé. Mais de quoi ça parle? Eh ben, je vais juste vous lire le résumé. Un manuscrit ancien a disparu. Le monde moderne court à sa perte. Seuls Josh et Sophie sont capables de sauver l'humanité. Les mots, les voilà, sur le point d'entrer dans la plus grande légende de tous les temps. Rien que ça, te résume les 7 tomes. En soi, même si à des moments on a un changement entre le premier et le dernier. Je ne vais pas spoiler, je vais essayer d'être le plus clair possible, même si je risque pas mal de spoiler le premier tome. Néanmoins, vous avez toute l'histoire quand même. Il n'y a pas eu de série ou de film dessus, malgré que ce soit un best-seller, les 7 tomes. Mais ça s'apportera plus à une série vu que ça se passe en 2 jours et même en film ça peut aller en fait, pour que ça aille très vite. Bref, de quoi ça parle? On va suivre bel et bien Josh et Sophie Newman, 2 enfants qui sont des étudiants, qui ont comme parents des archéologues qui ne sont pas très souvent à la maison et donc ils vont travailler en fait, ils vont chez leur tante et ils vont travailler de leur côté. Donc Sophie, elle, est assez calme, assez réfléchie en soi, à l'inverse de son frère Josh, qui on pourrait dire comme tout enfant, comme tout adolescent de cet âge-là est tout dévoilé, en quelque sorte, moins réfléchi en tout cas, et plus bagarreur aussi. Mais en tout cas les deux travaillent sous la direction en tout cas des Fleming. Fleming qui c'est alors d'un côté la femme, Perry, de même point. Perry Fleming donc tient un salon de thé dans lequel donc ou de café, ou dans lequel Sophie travaille. En face, une librairie où Nick Fleming travaille avec donc comme assistant soit Josh. Entouré que de très vieux livres, c'est limite même une librairie d'antiquité qu'autre chose. Mais en tout cas on a des livres. Et c'est qu'un jour, dans les 2 premiers chapitres de ce roman, où Josh va sentir l'odeur d'un œuf pourri, et en fait, ils vont découvrir John Dee, un soi-disant immortel, qui vient attaquer Nick, qui se nomme en réalité Nicolas Flamel,
Et oui, Nicolas Flamel est bien sûr l'immortel qui a créé la pierre philosophale d'après les légendes. Et la femme en face, c'est Pernelle, donc Flamel, la femme de Nicolas Flamel, qui pour elle est une sorcière. Et ils sont tous les deux, donc Nicolas et Pernelle, les gardiens du Codex. Codex qui est un manuscrit ancien qui a aujourd'hui disparu, soi-disant, mais en fait c'était eux deux les gardiens. Et le problème c'est que John Dee venait les récupérer pour obtenir pour le donner à ses maîtres, les ténèbres. En ce modo, c'est ça le speech. Ensuite, bien sûr, la période de détail, c'est que Josh et Sophie ne sont pas des enfants classiques, c'est on a chacun, tous et toutes, surtout ceux qui sont éveillés à la magie, une aura. Celle de John Dee a une odeur d'œuf pourri, de soufre. Celle de Nicolas de mémoire, c'est de la menthe, on va parler. Et celle de notre cher Josh et celle de notre... et ils ont aussi une sorte de senteur aussi. Et celle de Josh et Sophie, eux sont or et argent. Et ce sont les jumeaux d'une prophétie dans le Codex. Le Codex a été écrit par un homme qui s'appelle Abraham le Juif, qui est une sorte de divinité, parce qu'en réalité les dieux et les légendes existent bel et bien. On va rencontrer énormément de héros de notre pop, de notre temps, qu'on connaît. Jeanne d'Arc par exemple, qui est aussi une fille d'argent, qui s'est mariée avec le comte Saint-Germain, qui a réussi à voler le feu à Prométhée, ironique. Et on va rencontrer donc par exemple Hécate, on va rencontrer des divinités qui vont même devenir des alliés des héros, Skatcatch, j'arrive pas à le prendre, voilà quand ça s'écrit parce que c'est très compliqué à prononcer. Mais on va rencontrer énormément de divinités, et énormément de lore. On va rencontrer des épées mythiques comme Excalibur, de Randall, bref. Ça va être un bon retour sauce. Et je vais expliquer une théorie juste après, enfin me ressourcer d'une théorie juste après parce qu'il me fait extrêmement, ce bouquin me fait extrêmement penser à cette théorie. Mais Josh et Sophie l'un doit détruire le monde et l'autre doit le sauver. Donc indirectement c'est une sorte de confrontation, sauf qu'ils sont très proches en réalité, pour des jumeaux en plus. J'ai oublié de préciser, ils sont frères et sœurs jumeaux. Et le monde, donc en soi c'est de faux jumeaux, non? Ils vont devoir s'éveiller à la magie petit à petit, et on va avoir donc une sorte d'enchaînement assez logique dans les histoires. Je vais éviter d'entrer dans trop de détails. Pernelle va se faire kidnapper, le Codex va se passer de main en main entre John et John Dee, qui est l'ancien apprenti dans le passé de Nicolas Flamel, quand il a découvert le secret de l'immortalité, secret d'immortalité qui se trouve dans le Codex en fait. Donc il y a pas un bric-à-brac, mais il y a des fils qui se tissent par-ci par-là. On va retrouver des personnages que même le plus jeune enfant pourrait connaître grâce à la pop culture ou autre, qu'on a pu voir comme King ou autre, des personnages un peu moins connus des folklores. Et donc et tu vas surtout suivre comment Sophie et comment Joss vont grandir, vont devoir réapprendre en fait le monde. Parce que tout ce qu'ils voient est totalement faux souvent. Pas la brume de Percy Jackson en soi, mais où c'est juste que les monstres se cachent grâce à la brume, mais où tout est une nouveauté méconnue. Parce que les mythes, on les connaît en soi. Et surtout, ils sont en plein conflit, ils se sont emmenés en plein conflit dans une sorte de guerre où les ténébreux, les fameux, veulent récupérer le monde qui a dû être laissé aux humains après une grande guerre par le passé. John Dee à leurs mains, et leur sous-fifre en soi, et on a donc des personnages assez en couleur, assez très différents des uns d'autres, et surtout vu qu'ils ont des noms qu'on reconnaît, qu'on connaît, cela s'attache très bien. Sachant que Michael Scott semble connaître pratiquement par cœur son domaine, je crois même qu'il a des études en... c'est un spécialiste de la mythologie et des folklores. Il a écrit énormément de nombreux tests d'horreur, fantasy ou de science-fiction qui ont remporté un tel succès qu'il est considéré comme, en Irlande, comme le roi de la fantasy. Et même chez nous, il est moins connu, mais il a réussi à faire un bon ouvrage. Très bon ouvrage qui date un peu pour certains trucs, mais dont on aime relire. Parce que pour moi, ça fait 3 fois que je lis. Et à chaque fois, je redécouvre et vu que j'ai un autre vivant, quand la première fois que je l'ai lu à la fin de sortie. Le dernier tome venait de sortir donc en 2013.
même 2012 j'ai dû commencer à lire et en 2013 j'ai pu avoir le dernier tome et finir. Je l'ai relu vers 2016 où j'avais plus du tout la même vision et en 2022 je l'ai relu et j'avais plus la même vision, on grandit tous et autres et donc on a on a une vision et vu que c'est un journal en plus on suit très bien la chronologie et en soi on peut se dire on peut faire un fil conducteur entre tout et surtout il y a un nombre de rebondissements et je suis un grand fan de Percy Jackson. Même dans Percy, je n'avais pas autant de rebondissements sur certaines choses. Il y a certaines choses qu'on pensait acquis, qu'on avait fondé quelque chose dans le livre, etc. Et qu'on avait dit ouais bah celui-là et ça, et c'est comme ça, et ok. Bam, non, que dalle, que chi. Vraiment tout s'écroule. Et tout redevient exploitable. À la fin du 7ème tome, l'Enchantresse, 6ème, je sais. J'arrête pas de dire 7 depuis le début, il y en a que 6. Hein. Non, il y en a pas. C'est le tome 3. Je sais plus compter les tomes, c'est assez amusant. Non, mais je n'étais pas trompé. Il y en a bel et bien que 6. On a sûrement pas le meilleur cliffhanger, mais à mes yeux, en fait. À mes yeux, c'est pratiquement l'un des... Un cliffhanger qui a une révélation qui est en mode ah bah oui, bah j'accepte, oui. C'est aussi, ça se termine pas si bien que ça en soi, mais on accepte cette fin parce que elle est en réalité posée dès le début dans les lignes du premier tome, qui est l'Alchimiste. Donc, en 6 tomes, et dans 7, on a la bonne continuité. Et ce qui a été écrit dans les dernières lignes du tome 7, l'Enchantresse, et ben en soi, on peut, si on cherche bien, les retrouver là. Et même, comme je vous l'ai dit, c'est sûrement l'un des meilleurs résumés, ou l'un des meilleurs Inkipit. Enfin, l'Inkipit n'est pas si génial en soi du roman. Hein. L'Inkipit, pour les personnes qui ne savent pas, c'est le début d'un roman. C'est les premières lignes d'un roman. C'est pourquoi vous allez accrocher. Dans Percy Jackson, c'est je n'ai jamais voulu. La caméra s'est brusquement coupée, on a dû refaire la prise, merci de votre compréhension, bisous. On est marre. Finissons ce bordel. Bon, j'en étais à l'Inkipit sur Percy Jackson pour être exact. Pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était un Inkipit, hein, parce que... Les rushs, ça me rend dingue. C'est pour ça qu'on le fait aussi à l'arrache. L'Inkipit, qu'est-ce que c'est? C'est le début du roman, c'est quelques lignes. Exemple dans Percy Jackson, celui qui m'a fait accrocher au bouquin. Croyez-moi, je n'ai jamais souhaité être un sans mêlé. Si vous lisez ces lignes, parce que vous soupçonnez en être un, vous aussi, écoutez mon conseil. Refermez ce livre immédiatement, ce que je vais faire. Bref, ça c'est un exemple, et il en existe un autre. Ici même, l'Inkipit en soi, en théorie, l'Inkipit devrait être ça. Qui peut bien porter un par-dessus à San Francisco en plein été? S'exclama Sophie Newman, deux doigts appuyés contre son oreille de Bluetooth. C'est donc comme ça. Non, en soi, l'Inkipit, ça pourrait être ça, parce que c'est le début du chapitre. Mais avant ce chapitre, nous avons une petite interlague de notre cher alchimiste. Je suis une légende. Et là, ça dit les termes. La mort n'a aucun droit sur moi. La maladie aucune emprise. Si vous pouviez me voir, vous auriez des difficultés à me donner un âge. Et pourtant, je suis né en l'an de grâce 1330. Il y a presque 680 ans. 680 ans. Oui, je sais pas lire. Je parle des choses que je ne sais pas faire. J'ai exercé de nombreux métiers, médecin, cuisinier, libraire, soldat, professeur de langue et de chimie, homme de loi et voleur. Mais avant tout, j'étais alchimiste. J'étais l'alchimiste. Etc., etc. Et là, il arrive et fait « Oui !» Là, on comprend que c'est l'Inkipit et ça te donne envie de lire la suite. Indirectement, il te dit aussi ce qui se passe indirectement dans le roman, parce que, pour rappel, tout ceci est un journal, exactement pour tous les autres bouquins, c'est un journal, et même, je pourrais même dire, c'est qu'on a une sorte de mise en abîme, parce qu'il nous prévient de quoi va parler le roman, hein. Juste après, il va dire « Il y a quelques jours, ma femme, Pernelle, a été enlevée et le manuscrit volé. Sans lui, Pernelle et moi vieillissons.
Lorsque la lune aura achevé son cycle, nous dépérirons et nous mourrons. À notre mort, le mal que nous avons si longtemps combattu triomphera. La race des aînés reconquérera la terre et effacera toute trace d'humanité sur sa surface. Mais je ne partirai pas sans me battre. Foi de Nicolas Flamel, l'immortel. Et ils disent ce qui va se passer, hein. Et il dit clairement, voilà, dans ce roman, il va avoir ça. Et on va dire, c'est un journal, donc en soi, on n'a pas, c'est un peu intradégétique, si je me trompe pas. Mais la définition là, est-ce que je me suis trompé? Dis-le. C'est en soi une révélation avant même la révélation. Non, ça veut rien dire. Ça veut pas du tout une révélation. C'est le plot. Le codex a été volé. Pernel enlevé. Nicolas va se battre pour récupérer sa femme et ce codex et empêcher les aînés de finir. Et on a de belles poussières qui apparaissent. C'est très cool. Pour une fois, il y a du soleil, on va pas se plaindre. Et ça met toute la forme. Et vu que c'est un journal, en soi, bah, ça nous fait rentrer dans l'histoire. Et d'une certaine manière, à la fin, ils nous le disent, hein, à la fin de cette incipit en soi, de ce prologue, extrait du journal de Nicolas Flamel, alchimiste, rédigé en ce jeudi 31 mai, à San Francisco, ma ville d'adoption. Donc, soit on voit ça comme si c'était l'auteur, donc Michael Scott, qui avait trouvé le roman, et trouvé cette partie du journal, et réécrit à sa manière, parce que c'est beaucoup trop structuré pour que ce soit un journal, soit c'est vraiment le journal de Nicolas Flamel, donc on a deux points de vue et deux systèmes, voies de lecture en soi. Et la quatrième, c'est juste de prendre ça pour un roman, mais tout le monde ne prend. La troisième, c'est. Personne ne prend la troisième, quoi. Et surtout, ouais, on a une sorte de mise en abîme qui va nous prouver que ça, tout ce qu'il y a là-dedans, te donne les questions de ce qu'il y a dans le dernier tome et aussi les réponses. Donc le dernier tome en soi, le tome 6, et alors sachant que j'en ai pas parlé, mais il y a 2 tomes, voilà, qui sont des tomes 4.5, c'est des tonnes entre les deux qui ne sont jamais sortis en France. Donc il y en a un qui parle de Jeanne d'Arc et l'autre de Billy the Kid, contre les vampires je crois, un truc genre. Donc voilà, mais ça te donne donc les réponses indirectement du tome 6, enfin les questions du tome 6 et indirectement en fait te donne tout est là et tout est dissimulé pour que quand t'arrives au tome 6 tu te fasses putain, ah ouais. Sans compter tous les rebondissements que bah souvent un rebondissement tu t'y attends pas sauf si t'es un génie ou si t'as déjà lu le bouquin. Mais je l'ai lu 3 fois à 3 périodes différentes on va dire d'une certaine existence. Je l'ai lu environ en 2000 bon avant 2000, 2005, 2006 je crois que je l'ai peut-être même déjà dit dans l'autre rush enfin 2005-2006 j'ai raconté n'importe quoi, 2008, 2007, 2008 en 2013 ou 2012 bref j'ai un peu tout lu d'un coup et je l'ai relu vers mes 2015, 2016, 17 ans quoi et je l'ai relu en 2021, 2022 et à chaque fois je redécouvrais certaines choses, bon déjà que la mémoire a perdu et d'autres que bah, j'avais pas vu de ce point de vue là. Parce qu'en même temps, Josh et Sophie grandissent en quelque sorte. Et on n'a pas des écarts trop longs dans l'espace-temps aussi entre chaque tome qu'on pourrait croire. Il y en a certains qui sont très courts, il y en a certains qui sont plus longs et tout. Parce qu'il y a une grande perspective au temps. Voilà. Je voulais aussi parler un peu rapidement de la théorie des grands astronautes ou qui grosso modo, vous pourrez, si vous prenez le temps de lire cette œuvre, vous retrouverez potentiellement l'idée qu'il y a derrière cette théorie des grands astronautes qui suppose que vu le développement rapide qu'il y a eu dans l'Antiquité et tout, en fait les dieux qu'il y avait, Odin, Zeus, etc., sont en réalité soit nous qui viennent du futur, qui sont allés dans le passé et qui avons donné certaines technologies, soit en fait des extraterrestres qui sont venus et qui ressemblaient étrangement à des humains. Voilà. Sachant qu'extraterrestre, en réalité, ça peut ressembler à un humain. Hein. En soi, je me suis posé la question la dernière fois. Pourquoi on imagine toujours des petits hommes verts soit un extraterrestre, ça peut totalement être un humanoïde.
On expliquerait pourquoi ils sont tout le temps nuls. Bref, voilà, c'était 5 points. Pour ma part, bon, vous avez compris que je suis pas quelqu'un qui critique énormément, et genre je fais juste que présenter, et donc j'adore lire. Et cette œuvre j'adore surtout ses limites, et donc cette œuvre m'a remis dans un cadre commun mythe, merci Percy en même temps, hein, mais celui-là aussi, et surtout c'est la démarche, la façon de voir quand on le relit, et surtout, mais je suis tombé amoureux de ces rebondissements et même de certains personnages qui sont extrêmement bien écrits, ce sera bien remis au goût du jour. Je donne l'exemple de Gilgamesh, qui apparaît bien plus tardivement, peut-être le top 3-4. Mais ouais, voilà, le Gilgamesh a été repris de façon à ce que ça rentre. Et en fait, cette remise en quiz d'émotes, pas comme celui de Percy où on a juste Aphrodite qui va être en mode full glamour, Arès qui va arriver avec juste une tonne de blingue qui va juste le toutou d'Aphrodite, bref, que Dieu prie, mais on va avoir une remise parce que les dieux ils sont moins vus, et c'est pas des dieux même, ils sont moins vus comme ils étaient avant. Ils sont pas divinisés ou autres, c'est juste redevenu en soi des hommes avec certes de grands pouvoirs pour certains, moins pour d'autres, des légendes pour d'autres, etc. Et ils ont dû vivre, grandir avec leur temps. Et justement, à l'inverse de Percy, parce que je rattache beaucoup à Percy, parce que Percy reprend ce que sur les dieux grecs, mais un peu cette mythologie, sachant que là, pour le coup, les dieux sont indirectement omniscients, malgré qu'ils soient souvent très en danger, mais ils sont en soi... ils sont juste des dieux, quoi. À l'inverse que là, les dieux sont limite redevenus humains, vu qu'on peut clairement les tuer, et même en soi, ce ne sont pas des dieux. Bref, c'était 5 points, cette rush va être trop long, au final la vidéo va durer 10 jours, je vais me faire taper 15 cerveaux, et je sais pas pourquoi j'ai fait ça, et bon, c'était Ferval sur 5 points. Michael Scott, l'alchimiste, les secrets de l'immortel, Nicolas Flamel, tome 1, l'alchimiste, voilà. N'oubliez pas, le manuscrit a été volé. Ciao.